Bonjour, bonsoir. Merci vraiment du fond du cœur d'être là ce vendredi soir avec nous. Merci aussi d'avoir fait le déplacement. Merci dans cette chaude journée de venir vous asseoir pendant 1 heure, 1 heure quart, 1 heure et demie. Ça va dépendre un petit peu de comment les pilotes qui pendant ces 3 mois ont bossé d'arrache-pied vont se débrouiller dans un lieu chargé d'histoire, puisqu'on est dans une ancienne imprimerie. Les imprimeries qui étaient en charge de l'impression de tout ce qui se passait, place Poulart, ici un petit peu plus haut. Le code juridique, le code informatique. The code is the law, a dit Laurence Lessig en 1999. C'est amoureux de l'Internet ouvert. Voilà, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Des histoires, vous allez en entendre 13 aujourd'hui. Avant ça, j'invite David Valentini, le CEO d'Engine et cofondateur de Pilote Média, me rejoint. Et à vous dire aussi un petit mot. Merci beaucoup. Merci Damien. Alors tout d'abord, est-ce que vous allez bien ? Bon, vous savez que les 15 pilotes qui ont préparé leur pitch ont vraiment besoin de votre énergie. Alors je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux. Est-ce que vous allez bien ? Voilà, parfait. C'est un petit peu ça qu'on attendait. Et j'espère que c'est cette énergie que vous avez mobilisée pour les soutenir, pour les encourager. Simplement, quelques petits mots de formalité et beaucoup plus. Mesdames, Messieurs, chers avitailleurs, Madame la chef de cabinet, Monsieur l'administrateur général ou ses représentants pour l'instant, chers avitailleurs, chers pilotes, chers amis, nous voilà dans la tour de contrôle. Vous avez monté des escaliers escarpés pour vous retrouver ici devant nous pour voir les pilotes s'envoler. Enfin, peut-être leur donner un dernier conseil ou des coordonnées GPS ou en tout cas leur donner un dernier refuel de kérosène, une belle énergie. Parce que demain, c'est sur d'autres pistes que ces pilotes atterriront et redécolleront. Sur d'autres pistes qui feront leur projet de demain. Peut-être dans une météo clémente ou dans la tempête. On ne maîtrise pas les événements extérieurs, on ne maîtrise pas la nature qui parfois nous surprend. Par contre, on est aux commandes de son cockpit. Et donc, on peut s'adapter, on peut réagir aux événements extérieurs. Et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est exploiter positivement le changement. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec eux pendant ces 3 mois, tenter de leur transmettre pendant cette période d'écolage en vue de leur permettre de continuer à être à la manœuvre de leurs innovations. Chez Engine, on a réalisé beaucoup d'accélérateurs, de start-up, de stages d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Et on a souvent été surpris, mais comme cette fois-ci, je ne pense pas. Ici, on s'adresse à un public avec une hybridation un petit peu particulière, un accélérateur de start-up dans l'univers des médias. Et donc, on s'est trouvé confronté à un public qui est ancré dans une déontologie très forte, qui ne lâche rien, qui est dans un secteur assez rude, celui de l'information, bouleversé par l'arrivée du numérique. Et donc, plus que jamais, il nous a fallu, nous, les organisateurs, un petit peu revoir notre copie pour mettre l'humain encore plus au centre de ces programmes. Parce que ce ne sont ni les investisseurs, ni les modèles de revenus, ni les technologies qui font les projets, ce sont les gens. Et donc, nous avons un peu revu notre copie pour mettre encore davantage les gens au cœur de ce dispositif d'accompagnement. Ils ont vraiment été la matière première de ce programme. Et puis, certains ont abandonné leur projet après 1 semaine ou 2, ou ont pivoté 1 fois, 2 fois, en essayant de ne pas vriller. Certains ont vrillé, mais puis ont repris le contrôle derrière. C'était les gens qui étaient les acteurs de leur propre looping. Et puis, des gens confrontés à des outils nouveaux qu'on leur a présentés, les outils des startups, profit, KPIs, business model, interview client, MVP. C'était comme proposer à un pilote de long courrier de s'asseoir aux commandes d'un planeur. Un véritable challenge que nous espérons avoir réussi avec des instructeurs de talent qui ont réellement fait ce programme. Alors je pense que c'est vraiment là l'enjeu de notre économie, de notre société, voire même de notre démocratie, c'est d'être capable d'entrer radicalement dans le transversal. Proposer à des journalistes d'utiliser les outils de l'entrepreneuriat. Dans d'autres sphères, on propose à des startups et des industries de travailler ensemble, ou encore à des acteurs de la culture
de collaborer avec des acteurs de l'économie et de mutuellement reconnaître la valeur ajoutée de l'autre. Et c'est cette hybridation, ce décloisonnement qui fait vraiment la force de ce type de programme. En tout cas, nous en sommes convaincus et nous espérons que ça vous convaincra aussi. Pour toute l'énergie que les pilotes ont mis dans ce programme, pour tout l'apprentissage que vous avez transmis, évidemment, pour toutes les idées et l'énergie que les avitailleurs ont mis dans ce programme, nos instructeurs, nos experts, nos coachs, et puis pour votre présence aujourd'hui, je vous dis un immense merci. Et sans plus tarder, l'essentiel, je vous demande de faire une ovation pour cette soirée avec au centre les pilotes entrepreneurs. Merci à tous, bonne soirée. Avant de leur laisser la parole, David vous l'a dit, 15 pilotes, 13 projets, des projets que nous avons répartis en thématiques. On aura l'occasion de vous les présenter dans le courant de la soirée. La première, les premiers pitchs qui vont vous être présentés autour de la voix. Et pour vous en parler de vive voix, je vous laisse en compagnie de Sun et Elisabeth, que j'invite à me rejoindre. L'univers. Une galaxie de planètes médiatiques. Télévision. Journaux. Bienvenue dans le 20h de France 2, voici les... Bonsoir et bienvenue. Radio. 24 heures dans Vous le écoutez Pacifique. RFI. Internet. Welcome to the BBC News brought its share of fake news. Un cosmos aujourd'hui envahi par des flux d'informations en continu, des news anxiogènes, des contenus trop peu immersifs. Jusqu'au dernier Big Bang. La naissance en 2014 d'une série sonore née aux États-Unis sur la planète Terre. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. Avec elle, l'apparition d'une nouvelle galaxie sonore, le podcast. Bonsoir, je m'appelle Sunshim Courrier et je suis Elisabeth de Bourse. Nous, c'est Big Bang, un nouveau studio de production de podcasts. Le marché, il est en pleine effervescence. Le son est redevenu le média par excellence de l'intime et de tout ce qui est proche de vous. Et grâce à ça, en fait, les auditeurs de podcasts sont devenus l'audience la plus active et la plus attentive. Alors, les entreprises qui ont le nez fin, elles ont déjà flairé le bon coup en créant leur propre podcast de marque. Je vous donne quelques exemples comme ça. Vous les connaissez, Orange, LVMH et même ici en Belgique, Deleuze. Ces marques, elles ont besoin d'un accompagnement pour réussir à créer une ligne éditoriale qui soit crédible et pour s'éloigner du spectre qui est purement commercial. Tiens, en parlant de ligne éditoriale, certains médias s'y sont aussi mis. Le New York Times, la BBC, Le Parisien, l'Obs, et même, vous savez qu'ils sont toujours un petit peu en avance, ces flamands, de Standard. Ils ont tous créé plus ou moins simultanément leurs propres émissions natives, mais voilà, ils sont encore rares en fait, les médias qui ont vraiment intégré, qui maîtrisent en interne la culture et le ton du podcast. Bon, mais ça, ce n'est pas le cas des auditeurs, parce que je vais vous donner un chiffre incroyable, c'est que 33% de la population mondiale écoute au moins une fois par mois un podcast. Et on entend par podcast soit une émission qui est rediffusée, soit du contenu natif. Et ça, c'est Reuters qui le dit. Vous en avez peut-être entendu parler, mais en février dernier, Spotify, celui que vous écoutez plus ou moins tous aujourd'hui, a racheté pour la modique somme de 200 millions d'euros l'un des studios de podcast parmi les plus populaires aux États-Unis. Alors la somme, elle peut paraître massive comme ça, mais l'investissement, il est compréhensible parce que Gimlet Media, il sait comment créer ses contenus d'un genre particulier. Et le CEO de Spotify lui-même a déclaré qu'à l'avenir, plus de 20% des contenus qui se trouvent sur la plateforme seraient des contenus non musicaux. Et en Belgique, tout est encore possible. Le podcast, c'est maintenant. Alors une petite question, vous n'allez peut-être pas tout de suite faire le lien. Qui parmi vous regarde des séries ? Allez-y, honnêtement. Ok, on se disait bien parce que les Belges sont les deuxièmes plus grands consommateurs en Europe de contenu Netflix. Le secret de ce géant du streaming, de bonnes histoires, addictives et ancrées dans leur époque.
Et là, vous allez peut-être voir où on veut en venir. Et s'il existait une boîte de podcast qui crée et qui s'inspire en fait de tout ça pour réussir à faire en fait ce que ces séries ont réussi à nous donner. Spoiler, c'est la mission de Big Bang. Créer des podcasts, certes, mais narratifs et sérialisés. Des podcasts natifs, c'est-à-dire qui ont été conçus spécialement pour le web et qui sont adaptés à une consommation mobile. Des histoires vraies, documentaires, et puis bien racontées aussi. Parce que, après tout, on est plutôt bien placé pour le faire, parce qu'on a quelques années d'expérience dans le cosmos de la presse. Sun, ici présente en tant que correspondante radio pendant 5 ans au Danemark, elle parle danois. Yeah. Et ensuite en Belgique, en tant que journaliste, auprès de télévisions privées et publiques. France Inter. Le 5-7. À 4 pattes derrière son fils Auguste, Bertrand affiche un sourire radieux. Et Elisabeth, comme journaliste magazine spécialisée dans les longs formats. Puis nous sommes, et sommes toujours, et avons été aussi, créatrices de contenus sonores plutôt innovants, un documentaire par exemple. Quelques mois plus tard, mon petit frère arrivait. Et un podcast de 10 épisodes qui a été créé spécialement pour la RTBF. Salade tout. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Bon, puis vous en doutez, on est aussi des très grandes consommatrices de podcasts. Et ces derniers mois, on a passé beaucoup de temps à veiller le secteur du podcast, son industrie et ses meilleures créations. Et d'ailleurs, on s'inspire en fait de ces modèles qui ont eu du succès pour proposer des podcasts qui ont une super qualité. Et donc, pour créer ces podcasts, on propose toujours les ingrédients suivants. Une conception de l'écriture, une identité sonore, de la réalisation, de la diffusion, un teaser, et on vous accompagne au niveau de la communication afin de vous révéler toutes les bonnes pratiques du podcast. Et là, vous vous dites, d'accord, mais combien ça coûte ? Eh bien, avec Big Bang, pour 10 000 €, on vous crée une série. Ça veut dire que ça comporte 3 épisodes de 10 à 12 minutes, avec un ton vraiment singulier, et puis spécifiquement scénarisé pour votre audience, vos besoins, et puis avec nos valeurs journalistiques. L'aventure, elle est là. Le décollage est imminent, alors embarquez avec nous, et puis écrivons ensemble des aventures sonores pour vos médias ou pour vos marques. Merci d'avoir assisté à la naissance de Big Bang. Tout commence dès aujourd'hui et même dès ce soir avec un verre si vous le désirez. Créateur de contenu, l'histoire de la galaxie podcast s'écrit maintenant. C'est écrit dans les étoiles. Restez assis, la prochaine présentation commence dans quelques secondes avec Yasmine et Stéphanie. Oh, ça fait longtemps que j'ai plus fait une pause pipi nature. Confidence sur la cuvette. Je suis un coup nature, un coup cuvette. Plutôt cuvette. J'arrive pas dans la nature. Oh, nature, j'aime bien. Le petit bonheur, c'est de faire pipi dans son jardin aussi. Est-ce que j'ai un petit rituel ? J'ai pas l'impression. Je me souviens pas d'avoir fait un truc dingue dans des toilettes. Toujours essuyer la porte. Il faut que ce soit propre. J'ai besoin d'avoir toujours les pieds sur un tapis. Est-ce que je suis du matin ou du soir ? Je peux attendre pour être chez moi et dans ma toilette, en fait. C'est mon endroit, en fait. C'est ça aussi. C'est ma toilette. Un micro qui ne fonctionne pas, voilà. ce rapport qu'on entretient avec les toilettes, finalement, personne n'en parle, mais quand on tend l'oreille, tout le monde a toujours quelque chose à en dire. Eh bien, c'est de ce constat qu'on est parti avec Stéphanie pour créer cette série de podcasts qu'on voulait intimistes sur le ton de la confidence, voire de la confession. Et on s'est dit que les toilettes, ce lieu que tout le monde fréquentait, eh bien, c'était un bon prétexte pour partir de l'intime et aller vers le public, pour explorer les frontières entre
l'intérieur et l'extérieur, entre un invité qui se raconte et l'auditeur qui écoute. C'était l'ambition initiale de ce podcast qu'on a appelé Confidence sur la cuvette, connecter les amateurs d'histoires sonores à des expériences de vie, à des sujets de société ou des réalités peut-être moins connues, avec des témoignages forts, des personnalités fortes, enregistrées dans les toilettes et sur le ton de la confidence. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend, hein? Parce que c'est vrai, ce qu'on veut, vous l'aurez compris, c'est produire un contenu intimiste, mais c'est aussi éveiller la curiosité des auditeurs, c'est aussi transmettre une information de qualité sur un ton décalé et percutant. Et donc on a décidé d'aller jusqu'au bout de ce concept en faisant passer nos interviews littéralement dans les toilettes, quand la personne est seule dans les toilettes, avec un système de casque micro, pour ainsi favoriser l'intimité, l'introspection. Voici un petit résumé de ce qu'on a déjà pu récolter. Moi, c'est Max et je suis une personne transgenre. Je m'appelle Gilles, j'ai 44 ans et je suis hygiéniste. Je m'appelle Catherine, j'ai 49 ans et je suis polyamoureuse. Je m'appelle Sam et j'ai observé un ovni. Confidence sur la cuvette. L'identité de genre, c'est dans la tête, c'est pas dans le slip. Je suis un peu shooté ou drogué aux émotions, c'est un peu ça le GN. Si je mets ensemble mes différents polyamoureux, alors est-ce que ça en ferait un homme idéal? Je pense pas. Je sais que ce que j'ai ressenti profondément, c'est que c'était à la fois technologique et vivant. Mais c'est du ressenti, ça vaut pas grand-chose. Mais je m'enlèverai pas ça de la tête, c'est impossible. Confidence sur la cuvette. Alors Gilles et le jeu de rôle grandeur nature, Sam et les ovnis, Max et le genre pluriel, Catherine et le polyamour, ce sont les 4 premiers intervenants qui ont accepté de jouer le jeu de l'interview sur la cuvette. Mais au-delà de ces anonymes, on a pensé aussi à d'autres déclinaisons sur la cuvette. Imaginez par exemple, par hasard, Jean-Claude Marcourt sur la cuvette, Jean-Paul Philippot qui n'est pas là, Corinne Boulanger, pourquoi pas, des artistes, des personnages publics, des personnalités qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias ou de voir dans les médias, mais hors contexte. Eh bien, passer sur la cuvette, c'est un peu comme si on leur demandait de baisser leurs pantalons en quelque sorte, mais de nous livrer aussi une part de leur intimité. Et ça, on s'est dit qu'on allait vraiment le faire. Alors la 3e déclinaison de notre concept, elle est plutôt événementielle, dans le sens où la cuvette, elle peut être une installation insolite que l'on peut placer sur un festival, par exemple. On pense par exemple au Kick Festival, Festival Esperanza, mais il y en a bien d'autres. Et cette installation permet en fait de faire vivre au public une expérience sonore décalée. Et puis la cuvette peut devenir aussi partenaire de votre événement. Imaginons que vous organisez une conférence. Vous pouvez faire passer vos participants, vos intervenants, votre public sur la cuvette pour récolter du feedback sous forme de podcast. Et ça, on va le faire aussi, Yasmine. Effectivement, on va le faire, pas plus tard que ce soir. On vous en reparlera dans quelques instants. À ce stade, où en est-on? Eh bien, on travaille principalement sur la création de nos contenus. On prévoit de diffuser un épisode de nos cuvettes toutes les 3 semaines. On est déjà présent sur les réseaux sociaux. On a diffusé des teasers, un premier épisode, un deuxième qui est en cours de création. Et on est très heureuse parce qu'on se rend compte que cette petite communauté de cuvettes, comme on l'appelle, eh bien, grandit avec enthousiasme. Alors, comment envisager la suite? En fait, pour nos productions propres, on cherche notamment des sponsors, mais aussi des partenariats avec les médias qui pourraient diffuser nos épisodes, ou alors co-créer avec nous des épisodes spécifiques sur des thématiques spécifiques. On pense par exemple que le magazine Trends Tendance pourrait être intéressé à créer une série des patrons sur la cuvette dans le cadre des élections de leur manager de l'année. Il y a ça, il y a aussi cette déclinaison qui pourrait s'adresser aux sociétés. Donc celle-ci pourrait utiliser notre concept comme support de communication. Imaginons le Cercle de Wallonie, par exemple, qui veut présenter de manière insolite les grands patrons. Imaginons aussi le réseau Transition qui veut mettre en avant des acteurs particuliers. Tout ça, c'est possible, comme d'autres choses encore. Et enfin, on travaille vraiment à la version mobile et physique de cette cuvette événementielle. Donc ça requiert de tous les aspects techniques, mais jusqu'à la recherche de sponsors et de partenariats. Et à ce titre, voilà, on a décroché un rendez-vous avec les Cathy Cabines. Vous voyez, ces toilettes de chantier bien connues chez nous. Et on croise les doigts. Effectivement. Alors, on parle d'argent. En termes d'offres, eh bien, pour chaque déclinaison, vous l'aurez compris, on propose un package, une formule package, qu'on déclinera en fonction des besoins des clients particuliers. Alors, vous l'aurez compris, pour les incorrigibles empathiques que nous sommes, Yasmine et moi, mais les confidences sur la cuvette, c'est une manière de pouvoir faire le travail qui nous tient vraiment à cœur, et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire l'interview intimiste.
C'est vraiment autour de ce créneau-là qu'on s'est rejointes, Yasmine et moi. On n'a pas le même parcours. Yasmine vient plutôt de l'univers de la radio, je viens plutôt de la presse écrite. Mais voilà, c'est par là qu'on s'est rejoints. Et en tous les cas, toutes les deux, on s'accorde à dire qu'une expérience vaut mieux qu'un grand discours. Et donc, on vous invite, après les pitchs, à passer dans nos cuvettes sur les toilettes. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie et Yasmine. Vous allez toujours bien? Vous avez chaud? C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On a un petit peu travaillé l'atmosphère pour être sûr qu'on soit bien dans une atmosphère, je dirais, très proche, comme ça. Ne vous mettez pas tout nu tout de suite, attendez d'être dans la cuvette pour le faire. On quitte là les 2 premiers projets sur la voix pour s'engager dans un nouveau chapitre sur cette soirée autour des nouvelles technologies. Et pour entamer ce chapitre, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements au premier orateur sur les nouvelles technologies, Jérôme. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle donc Jérôme et je conçois et je réalise des récits immersifs à partir d'images 360, soit des photos ou des vidéos, augmentées, c'est-à-dire que je peux ajouter de l'information dans l'image. Il y a 3 mots-clés qui sont derrière mon projet. Moi, j'ai une expérience de 15 ans, je ne suis pas journaliste du tout, j'ai travaillé 15 ans dans le socio-culturel et j'ai une formation d'enseignant. Mais la question de transmission est super importante pour moi. Donc la question d'expérience, de découverte et de visibilité, c'est vraiment les 3 mots-clés qui ont nourri mon projet durant le programme. Je pense que le plus simple, c'est de vous montrer le travail sur lequel j'ai bossé pour Pilote Média, qui met en avant Pilote Média, la structure, c'est-à-dire l'institution, mais aussi les lieux. Et alors j'ai décidé de mettre en avant 4 pilotes pour mettre justement en évidence la force de la diversité culturelle au sein de Pilote Média et l'apport qu'a amené les non-belges, on va dire. Voilà, donc vous voyez ici, en cliquant sur les hotspots, ça permet de naviguer dans l'image. Évidemment, vous pouvez tourner en 360. Si vous avez un casque de VR, vous pouvez aussi vous balader dans l'image virtuellement, évidemment. L'avantage de la formule est qu'on peut donc mettre des contenus dans l'image. Vous allez voir ça plus clairement dans les plans qui suivent. Donc voilà, petit tour par la cuisine. Et là, on arrive directement dans le bureau. Alors là, magie. Bonjour, bienvenue au Creative Spark. Je m'appelle Damien Vanacta, je fais partie des cofondateurs de Pilote Média. C'est un programme d'accélération. Ce qui est intéressant, c'est les icônes qui sont là, qui nous permettent de cliquer dessus pour après aller sur le site d'Engine ou aller sur la page Facebook ou n'importe quelle autre plateforme, n'importe quel autre site. Donc n'importe quel contenu est assimilable dans l'image en fait. Différentes possibilités. Voilà, on va sortir de là. Et là, on va aller rejoindre l'Agora et les 4 pilotes qu'on a sélectionnés, donc Pablo, Charlène, Floriane et Safia, avec un petit zoom sur Charlène. Et encore une fois, vous allez trouver donc cette forme avec le contenu intégré. Donc il y a un lien vers YouTube, tout ça, vous pourrez y accéder après évidemment. Mais sur YouTube, il y a des interviews. Si vous cliquez sur l'icône d'information, vous allez tomber sur Wickle, qui est le travail qu'elle a produit pour Pilote Média. La page Facebook, encore une fois, c'est un peu ce qu'on veut. Donc après, l'intérêt, c'est de choisir les bons points puis de les relier. Bien, merci pour cette édifiante présentation, Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter? Sinon, si ça peut t'aider, tu n'as qu'à cliquer sur le hotspot qui est là. Merci, Jérôme. Et donc, voilà, je pensais que c'était important aussi de faire un petit zoom sur des chiffres. On ne va pas vous saouler avec ça, mais quand même pour montrer qu'en France, en 2017 et 2022, il y a un énorme switch. Donc, le marché grand public, qui était avant de 70%, on va passer à 30%, et c'est vraiment tout le milieu professionnel, donc l'industrie, les médias évidemment, l'éducation, quoi encore, la santé, tout ça va investir de plus en plus le secteur professionnel de la réalité virtuelle et de plus en plus vite aussi la réalité augmentée qui est en train d'arriver tout doucement. Donc quelques scénarios qui sont possibles que j'ai pu tester au sein de Pilote Média, c'est la réalisation de clips musicaux en 360. On pourrait aussi imaginer un magazine d'ordre culturel, un peu dans l'esprit d'Eptaxi, qui amène une certaine intimité avec l'artiste. Où là, par exemple, je pense à, je sais pas moi, Roméo Elvis, on va le suivre, il va dans une boutique de vêtements, il met un lien vers là, vers son disque. Enfin bref, il y a moyen d'exploser en fait dans l'image vers d'autres contenus en fait. Ça peut servir aussi comme un catalogue d'artistes, donc créer des fresques collaboratives avec des artistes audio, par exemple, qui nous permettraient après de partir dans l'univers singulier de chaque artiste en fait. Évidemment, ça peut servir aussi, et ça c'est plus classique, à visiter des lieux, mais ça peut être intégré aussi dans la forme.
Un autre usage qui moi m'intéresse beaucoup, c'est la création de road trip interactifs. J'ai un intérêt personnel très fort pour l'histoire de l'exil des Wallons au Wisconsin au XIXe siècle. Je pense que ça pourrait être un beau sujet pour raconter justement à travers cette forme-là aussi toute cette histoire d'exil qui est brûlant et dont beaucoup de Wallons et de francophones belges ne connaissent pas l'histoire en fait. On pourrait mettre des hotspots dans la première maison que les Wallons ont créée et puis faire un lien vers Namur, Wallonie par exemple. Et donc en 2 images, on est propulsé dans l'histoire en fait. L'autre intérêt, évidemment, il est éducatif. Hein. Pendant ma carrière, dans le socio-culturel, j'ai donné beaucoup d'ateliers à des enfants. Je pense que la VR maintenant permet de réaliser des choses nouvelles avec des budgets pas forcément fous. Notamment recréer l'histoire, c'est-à-dire qu'on pourrait partir d'un lieu et puis faire revivre l'histoire qu'a vécu le lieu, justement en créant du contenu avec des enfants. Donc c'est eux qui recréent l'histoire. Et donc quelque part, l'immersion pour moi est un outil pédagogique qui peut être vraiment très très puissant. Et avec un double intérêt, donc d'un côté pédagogique, mais aussi l'autre intérêt, c'est qu'ils apprennent à utiliser les technologies de façon créative, mais aussi critique en fait, en allant chercher eux-mêmes l'info pour la rediffuser et donc créer eux-mêmes le contenu. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Pilote Média. Il y a quelques infos, j'ai une page sur Vire, Jérôme Pilote Média. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je cède le cockpit à Charlotte. Ok, donc dans les nouvelles technologies, on est décidément très égocentrique parce qu'on va partir sur un nouvel ego trip. J'espère que vous êtes tous prêts à décoller. Ok, Google, parlez à Charlotte. Ok, je vous mets en contact avec Charlotte. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Ok, Charlotte, parle-moi un peu des assistants connectés. Un assistant personnel intelligent, aussi appelé assistant personnel virtuel, est un agent logiciel qui peut effectuer des tâches ou des services pour un individu. Ok, super. C'est un peu compliqué. Moi, je vais avoir besoin d'un chiffre ou deux pour que ce soit quand même plus clair pour vous. Est-ce que tu aurais des infos ? Aux États-Unis, on estime que 25% des foyers possèdent déjà un assistant connecté, mais en Europe, c'est différent. Alors effectivement, en Europe, c'est différent. Et pourtant, des chiffres, j'en ai encore plein à vous donner. Je vais vous les épargner un petit peu, mais j'aimerais quand même vous montrer ceci. Alors, plus d'1 milliard d'appareils, c'est le nombre d'appareils qu'on estime qui sont déjà connectés à des assistants connectés. Il y en a beaucoup dans vos poches, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà peut-être dû se réveiller quand j'ai commencé ma présentation en prononçant « OK Google ». Si ce n'était pas le cas, maintenant c'est fait. Donc, c'est tous des smartphones qui sont hébergés Android, iOS, mais c'est aussi des enceintes connectées, des télévisions, des casques, des Chromebooks. Donc, c'est énormément d'appareils qui sont déjà disponibles sur assistants connectés et dont on n'a pas nécessairement la connaissance. Alors, c'est disponible dans 80 pays, en plus de 30 langues. Et concernant les appareils connectés pour la maison uniquement, donc tout ce qui concerne un peu la domotique, pour régler la température du thermostat automatiquement, pour les ampoules, pour même l'ouverture du garage, on estime qu'il y a 30 000 appareils sur le marché et 3500 marques qui sont déjà présentes sur ces plateformes d'assistants vocaux. Alors 3500 marques, d'accord, mais quelles marques ? En fait, très récemment, j'ai fait une petite enquête dans mon entourage, j'ai eu environ 75 réponses, et sur ces 75 répondants, 60% connaissaient l'existence des assistants connectés, et la totalité d'entre eux n'associaient que des fonctions domotiques aux assistants connectés. Donc toutes celles que je viens déjà de vous citer, tout ce qui concerne les ampoules, les ouvertures de garage, les thermostats. Donc il y a déjà beaucoup de marques qui proposent ces appareils-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs déjà présentes en Belgique. Je ne sais pas si vous étiez au courant, donc rien qu'en voyant ces marques-là, qui sont disponibles sur assistants connectés, est-ce que vous pourriez vous imaginer tout ce qui est possible de faire ? Donc par exemple, faire ses courses en ligne, uniquement par commande vocale, commander un billet de train, consulter le solde de son compte en banque ou consulter la météo, tout ça avec une empreinte belgo-belge et du coup par commande vocale. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous de vous imaginer tout ça. Si vous l'avez déjà fait, je vais vous demander d'imaginer encore plus loin, parce qu'on est quand même là pour parler un petit peu d'information, en tout cas moi. Donc je vais vraiment appliquer ça au domaine de l'information, et je vais vous demander d'imaginer une information qui soit complètement conversationnelle, donc qui se nourrisse de vos préférences, de vos centres d'intérêt, de votre monde, mais qui vous en ouvre aussi les frontières.
un outil qui vraiment vous permet une information de curation, donc selon vos centres d'intérêt, qui va aller chercher l'information sur différentes plateformes et vous la donner à la simple commande vocale que vous pouvez effectuer dès le réveil, tout simplement. Donc, je vous ai demandé d'imaginer ça, comme le reste, mais là, j'ai un exemple, parce que c'est quand même mon pitch, ça tombe bien pour vous, je l'ai imaginé. Voilà à quoi le journal parlé du futur pourrait ressembler. Ok Google, donne-moi un peu les infos du jour. Bonjour Charlotte. Pour votre première utilisation, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous. Citez 3 de vos centres d'intérêt. Puisqu'on est là, je dirais quand même peut-être médias. Et puis on peut dire société, et puis pourquoi pas un peu de politique. Nous construisons un journal parlé adapté à vos préférences. Lorsque vous écouterez ce journal, il vous suffira de dire stop si un contenu proposé ne vous intéresse pas, plus si vous voulez en savoir plus sur le sujet, ou suivant pour changer de sujet. De cette manière, nous continuerons d'adapter la structure de votre information personnalisée. Voici votre journal parlé du jour. On parle donc de la diversité au cœur du magazine Médor. Céline Gauthier, première question. Pourquoi subitement le magazine s'intéresse-t-il à cette question de la diversité ? Oui, alors c'est pas tout à fait subit. Suivant. Aujourd'hui, 2 podcasts, 2 productions que vous nous ramenez avec le journal Le Temps, précisément. C'est ça, une fois n'est pas coutume dans le monde du podcast francophone. Suivant encore. Les consultations politiques, elles se poursuivent pour former des coalitions dans les 2 régions. Ok, stop, super. Merci beaucoup Google. Voilà, je vous ai montré à quoi ça pouvait ressembler, mais c'est vraiment une ébauche parce que, comme pour le podcast en Belgique, rien n'a encore été fait ici. Tout est possible. C'est complètement hypothétique. On peut imaginer quelque chose de plus précis, quelque chose qui cite les sources avant de donner les informations. Donc voilà, tout est faisable. Donc moi, c'est mon projet, c'est commercialiser l'information de demain. En France, il y a déjà pas mal de médias qui proposent un petit peu de certaines déclinaisons, mais souvent c'est juste de la lecture d'articles écrits, par exemple. Donc pour l'instant, c'est pas encore très au point. En Belgique, c'est nulle part, pour la simple et bonne raison que c'est pas encore distribué par Google, par exemple. Il y a moyen de se le procurer, mais c'est pas encore distribué officiellement, mais ça va très bientôt arriver, avec son lot de questions démocratiques, éthiques. Au niveau journalistique aussi, on peut se demander de quelle façon l'information sera traitée, distribuée. Au niveau des algorithmes, au niveau de l'appareil qui va écouter chez vous, il y a énormément de questions qui se posent. En tant que journaliste, j'étais obligée d'y répondre, évidemment. Et donc voilà ce que je vous propose, un outil de curation hebdomadaire, une expertise sur le sujet des assistants connectés sur ma chaîne YouTube OK Charlotte, que vous pouvez consulter en scannant ce QR code. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous vous intéressez de près ou de loin à ce sujet-là, je suis la personne dont vous avez besoin. Et je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous à la fin des présentations si le sujet vous intéresse. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Charlotte. Merci Charlotte, merci Jérôme de nous avoir parlé de ces technos, mais les technos évidemment ne sont que des outils à mettre au service d'objectifs, d'une vision, d'intention aussi qu'on va mettre. Et parmi celles qui ont été développées par un certain nombre de nos pilotes, il y a la volonté de pouvoir agir au niveau local, d'avoir un impact quand on raconte des histoires. Et la première d'entre elles à venir vous parler, et je vous demande de l'accueillir comme il se doit, c'est Safia. Est-ce que Bruxelles, vous êtes chaud ce soir? Moi, c'est Safia. Ah non, mais c'est pas Charlotte, c'est Safia. Plutôt. Est-ce que vous êtes chaud en cette fin d'après-midi, plutôt? Alors moi, c'est Safia. Mon projet, c'est Bruxellis. Qui, ici, est bruxellois? Plein de gens de la Wallonie, est-ce que je vois? Qui, ici, aime Bruxelles? Très bien. Alors moi, Bruxelles, c'est la ville de mon enfance, c'est la ville de naissance et c'est ma ville de jeune adulte. J'aime Bruxelles. Bruxelles, c'est beau. Bruxelles, c'est toutes ces milliers d'histoires qu'on peut raconter, c'est ces beaux quartiers, c'est ces quartiers moches qui peuvent se raconter. 187. Qui peut me dire à quoi ça correspond? Je peux lever la main. Sinon, j'ai besoin de mon joker là qui connaît la réponse. Ah oui, qu'est-ce que c'est, Madame Joanne? Je ne vous connais pas. Exactement, 187 nationalités à Bruxelles, et c'est autant d'histoires qu'on peut raconter. Alors pourquoi est-ce que j'ai fondé Bruxellis?
pour capturer l'âme de Bruxelles. Absolument, c'est absolument pas du tout humble, je le sais fort bien. Mais vous voyez, il y a des villes comme Londres, il y a des villes comme Paris qui rayonnent à l'étranger. Et nous, Bruxelles, je le trouve fort humble. Alors pour des gens humbles, il faut un projet pas du tout humble qui est Bruxellis. Voilà. Mais c'est quoi Bruxellis, sacre bleu? J'ai pas d'expression bruxelloise qui me vient en tête, donc je suis obligée de... C'est des vidéos et des events. C'est des vidéos de bruxellois ou de problématiques sociales et culturelles que j'aborde sur mon blog Bruxellis. Et des events que j'organise à Bruxelles, dont un événement de slam, un concours de slam qui a fait salle comble, mais c'était une salle comme ça, donc c'était pas 3000 personnes. Eh mais en chiffres, ça donne quoi? Ça donne des cinquantaines de vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On peut avoir 35 000 vidéos par là, 14 000 vues sur la 6 fois championne du monde Jiu-Jitsu, qui est bruxelloise. C'est 50 vidéos que j'ai fait gratos, bénévolement. Alors on se demande, mais bon, la thune dans tout ça, hein, la thune. Quand même, c'est pour ça que je suis là. Eh bien, j'ai pu faire des vidéos, comme par exemple celle-ci, qui est une vidéo qui n'est pas corporate et ennuyante. C'est une vidéo de création de contenu. Donc, c'est de la communication de contenu que je fais, intéressant, qui permet d'attirer pas mal de personnes. Donc là, elle fait presque 5000 vues sur les réseaux sociaux. Voilà, pour avoir une visibilité. Et donc, du coup, oui, on a sur le côté une sorte d'agence de communication qui permet de créer vos vidéos et vos events. Par exemple, on a l'acteur Mourad Zegendi, qui a fait un appel à candidats et à figurants pour sa série Champion de l'RTBF. Ça a fait 10 000 vues. Nous, on a reçu des centaines et des centaines et des centaines de CV de candidatures, ce qui a permis de faire le tri et pouvoir co-organiser son casting. Alors ça, c'est une commande de la Fondation Roi Baudouin. Le futur est à nous. C'était la Fondation Roi Baudouin avait chargé donc, de rendre visibles des entrepreneurs bruxellois. Et c'était une vidéo de 10 minutes qui allait être projetée au KVS. Et donc voilà, là, on me voit me mettre en scène sur avec des entrepreneurs qui aiment la moto. Et Johnny a l'idée. Et je vous invite à voir cette vidéo pour savoir si oui ou non tout se passe bien. Alors, mais comment aider ce projet Bruxellis? Comment l'aider? Des clients, comme j'en ai eu, et j'aimerais bien en avoir encore plus. Des annonceurs qui veulent sponsoriser mes vidéos. Et les subsides publics. Bonjour, monsieur Marcourt. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de se dire, tiens, si vous voulez aider à capturer l'âme de Bruxelles, faites partie de l'aventure. Voici mon site, bruxellis.be. Je vous invite à faire un petit tour. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire merci, mais avec un peu plus, avec une petite touche en particulier. C'est le slam. Bruxelles, ma ville de naissance. Bruxelles, où j'ai passé mon enfance. Dans une école catholique où j'ai appris le Notre Père, qu'on récitait tous les matins, bien avant mes 5 prières. Dans le salon qui me servait de chambre à coucher avec mes frères, où on passait nos après-midi à la Super Nintendo, sur Street Fighter ou Super Mario. Mes années du secondaire en uniforme bleu marine, mes années de spleen, bien avant le décret mixité d'Arena, quand les fils de nobles et de bourgeois se demandaient ce que je foutais là. Où j'étais dans le quota acceptable du taux de noirs et d'arabes, où depuis mon banc, mes voisins étaient fils d'ingénieurs, avocats ou médecins. Fille de serrurier, fallait que je défonce des portes. L'humour pour me faire des potes, malgré ma tête de Perse qui côtoie la fille de Reinders. Une fois à l'ULB, j'ai pu tourner nouvelle page et rencontrer nouveaux visages. J'ai 1000 histoires à raconter, master en poche et petit CDD, taf pourri et taf sous-payé, où je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Que je méritais mieux que ça, comme là, me lancer dans l'entrepreneuriat. Pas le temps, faut que je fasse ce que j'aime, moi qui étais la veille au soir du 22 à Zaventem. Je valoriserai les humains et les quartiers de ma capitale pour une meilleure cohésion sociale. Si tu veux faire partie de l'aventure, mets les thunes ou le turbo pour le futur. Bref, t'as capté que j'aime Bruxelles. Et sur ce, je cède la parole à Isabelle. Non, rien de rien,
Non, je ne regrette rien. Cette introduction mauvaisement chantée est une spéciale dédicace à Joris, qui est un de nos coachs, qui m'a dit lors d'une répétition « Non, mais Isa, tu peux pas commencer par Edith, là. » Et puis à David, je sais pas où il est, mais qui m'a aussi dit « C'est pas très positif comme intro quand même. Mais bon, si t'assumes, vas-y. » Eh bien oui, j'assume. Parce que qui d'entre vous n'a pas quelques regrets ? On fait le test 2 secondes dans sa tête et on peut se dire tout ce qu'on a des regrets. Alors celui qui n'a aucun regret et qui a un certificat de non-regret sur la vie, moi je veux le voir à la sortie et qu'il m'explique comment il a fait. Parce que moi j'en ai des regrets. Sauf que j'ai décidé de ne plus en avoir. Ou en tout cas de ne pas en avoir certains. Et ces regrets, c'est 1. D'être une journaliste alors que j'ai un parcours artistique derrière moi. 2. D'être une journaliste qui a versé dans la presse féminine pas toujours totalement féministe. 3, d'être une journaliste qui s'est mise au service d'une presse marketée, ce qui n'était pas forcément mon idée. 4, d'être une journaliste qui fait le pari du réel alors qu'on est dans un monde virtuel. Et 5, d'être une femme qui s'est installée dans un quartier qui n'est pas sécurisé, où on peut se faire agresser, mais qui a quelques beautés cachées. Alors ce quartier, c'est le quartier de Bruxelles-Nord. Un quartier qui est situé entre la gare de Bruxelles-Nord et Tour et Taxi, plus ou moins, avec le canal qui passe entre les deux. Et moi, j'ai envie de parler de ce quartier, et donc d'assumer cette femme que je suis, journaliste à tendance artistique, qui a envie de parler de ce quartier. Comment je vais m'y prendre ? En faisant une radio locale, simple, efficace, petits moyens, un micro, un émetteur, du podcast, natif, et surtout 3 piliers. Premier pilier, les gens du quartier. Ce sera une radio qui parlera des gens du quartier, par les gens du quartier, pour les gens du quartier, avec les gens du quartier. Vous savez, Xavier, là, qui tous les matins à 7h30 dévale les escaliers de la gare du Nord pour rentrer dans la Tour des Finances, puis pour aller luncher dans une petite rue du quartier, revenir dans la Tour des Finances et se casser à Verviers à 17h. Et d'ailleurs, Xavier, dans son petit tour train-train quotidien, il croise certainement souvent Dick. Dick, c'est ce prêtre, marié 2 fois. J'allais le dire 3. 2 fois. Et Dick, il a acheté dans un cube en verre pas encore construit, un appartement avec vue sur le Ver. Il l'a acheté avec sa 2e femme, Chris, qu'il avait rencontrée sur Petite Annonce, parue dans un quotidien très, très sérieux de Standard. Et Dick, il adore l'histoire du quartier, parce que l'histoire du quartier, je ne sais pas si vous savez, mais elle est extraordinaire. Ce quartier, c'était un endroit où il faisait bon se promener au siècle passé. Ce quartier, il y avait un héliport, là, avec des hélicoptères de la Sabena qui décollaient vers l'exposition universelle en 1958. Et l'exposition universelle en 1958, ça tombe bien. Mariette, elle la connaît bien. Mariette, elle habite de l'autre côté du quartier, dans une grande tour en aluminium et en béton. Et Mariette, à la sonnette 129, avec ses cheveux et son œil vif argent, eh bien, elle était hôtesse à l'exposition 58. Mariette, ça lui a donné des amours de monde. Elle a des amis dans le monde entier du haut de ses 89 printemps, elle leur écrit et elle leur téléphone fréquemment. Et puis, Mariette, elle aime bien la culture. Et ça tombe bien parce que dans le quartier, il y a un gros building, un vieux building. C'est un ancien garage, un garage monde. C'est l'ancien garage Citroën où pas mal d'habitants du quartier ont acheté leur première voiture. Et ce bâtiment, on a décidé de le réinventer en un musée. Mais la culture dans ce quartier, c'est pas seulement les musées, c'est aussi la ferme Maxi 1000 liens. La ferme où j'ai rencontré Ernest, qui, du haut de ses 8 ans, m'a rappé un rap chaloupé. Et puis, Ernest, lui, il parle français parfaitement, alors qu'il va à l'école en néerlandais, et qu'à la maison, je sais pas trop bien ce qu'il parle. Et puis, il y a Dora aussi. Dora, elle est italienne. Elle est aussi venue pour la première fois à l'exposition universelle de 58, visiter ses voisins. Ses cousins. C'est ma voisine, mais elle visitait ses cousins. Et Dora, elle a décidé, parce qu'elle aimait Bruxelles, d'acheter sur plan un petit studio dans une grande tour en béton et en aluminium avec vue sur l'atomium. Mais à l'époque, on voyait toutes les boules. Maintenant, on n'en voit plus qu'une à cause des constructions qui poussent comme des champignons le long du canal. Dora, elle n'a pas de mari. Elle ne s'est pas encombrée de ça, elle n'avait pas envie. Mais Dora, tous les soirs, elle fait le tour du quartier pour nourrir tous les animaux errants.
Et puis, en allant nourrir ces animaux errants, elle passe par le parc où il y a des migrants. Et malgré un discours qui n'est pas toujours bienfaisant sur ces migrants, elle les connaît, ces migrants. Elle connaît leur nom. Elle discute avec eux. À certains, qui l'appellent Mama, elle apprend le français. Ça, c'est mon premier pilier. Ce sont les habitants de mon quartier. Ce sont ceux dont je vois les histoires et dont j'écoute les histoires, mais dont je voudrais qu'après, ils se saisissent du micro et qu'ils aillent après voir d'autres histoires. Le deuxième pilier de cette radio, c'est l'art. Parce que des artistes, il y en a beaucoup dans le quartier. Et je veux qu'ils donnent du son, du corps et de la voix, des images à ce projet de radio. Et puis le troisième pilier, et non des moindres, c'est un lieu. Un lieu qui permettrait à Xavier de ne pas courir le long des escaliers pour prendre son train vers Verviers à 17h, mais de rencontrer Mariette ou Dora autour d'un café ou d'un thé. Ce serait un lieu qui permettrait à Ernest de faire du rap avec ses copains et ce serait un lieu qui permettrait aux associations de ce quartier bigarré et un peu traumatisé de se retrouver. Alors voilà, ce projet, c'est le mien. Pour faire ce projet, j'ai un peu rêvé. J'ai pas mal rencontré des habitants, des associations, des partenaires potentiels qui sont pour certains dans l'Assemblée aujourd'hui. Et puis peut-être vous, qui, si ce projet fait écho en vous, on peut en parler après, pendant la soirée. Parce que ce projet, je le porte profondément en moi et que surtout, j'ai pas du tout envie de regretter qu'il ne se fasse pas, parce que j'ai plus envie de regretter. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ouais. Donc c'est Radio OK et la nana du quartier, c'est moi. Donc c'est une radio locale, participative, artistique, présentielle, duplicable et en économie de moyens. Voilà. Et là, maintenant, j'appelle quelqu'un qui n'a absolument pas à regretter son projet parce qu'il est génial, c'est Floriane. Bonjour à tous. En 2017, alors que je travaillais dans l'événementiel à un rythme effréné, j'avais beaucoup de mal à consommer correctement, à m'alimenter d'une façon saine. Et je me suis questionnée sur les produits que je consommais et aussi sur l'alimentation en général. Et j'ai entendu parler du terme de locavore. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, sachez que c'est une pratique qui consiste à bannir de votre assiette tous les produits qui n'ont pas été produits, préparés et emballés à côté de chez vous. Et en 2018, j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions, de changer mes habitudes de consommation, j'ai cherché une liste ou un répertoire de producteurs qui m'entouraient. Et en fait, je me suis rendu compte que l'information, elle était là, mais un peu éparpillée partout. Et j'étais assez fatiguée de devoir jongler entre une ou deux applications pour trouver l'information qui m'intéressait réellement. Et c'est un peu comme ça qu'est né Geolia. C'est un produit qui est là pour... Donc c'est une application qui est ici pour vous aider dans votre quotidien à gérer votre alimentation. Et en créant un réseau entre les consommateurs, les producteurs et les commerçants locaux. Notre plateforme, elle favorise un accès à une alimentation saine, éthique et responsable, mais elle contribue aussi à valoriser et à faire tourner l'économie locale. Alors, en quelques mots, comment ça marche et quel est l'apport de Geolia aux utilisateurs? Geolia, c'est d'abord une application de géolocalisation des adresses vertes et durables. Elle est gratuite, elle est ouverte à tous et elle est collaborative. Ici, je vais vous montrer en quelques clics comment fonctionne Geolia. Une fois que vous arriverez sur l'interface, vous aurez l'ensemble des producteurs qui seront référencés et sur la Belgique. Donc, l'idée, c'est que vous renseignez le code postal de la ville où vous habitez, disons Aiguezet, 5310. Eh bien, Geolia vous trouve tous les producteurs qui sont à Aiguezet. Vous pouvez également cliquer sur leur profil et ainsi vous découvrirez une photo, une petite description, un lien vers leur page Facebook et leur site internet, aussi une petite vidéo que créera Geolia. Vous avez la possibilité de les ajouter aussi en favoris.
L'idée avec les favoris, c'est que vous pouvez partager vos bons plans avec vos amis et votre entourage. Elles sont aussi catégorisées par catégorie. Et quel est l'apport de Geolia aux producteurs? Tout simplement, Geolia se positionne comme une agence qui va développer un contenu marketing et autour une consultance en communication. Imaginez pour l'utilisateur quelle serait son utilisation en dehors de son quotidien. Eh bien, tout simplement, imaginez demain, vous avez un voyage à faire, un voyage d'affaires, vous vous retrouvez dans une ville que vous ne connaissez pas. L'idée, c'est d'ouvrir Geolia et qu'elle vous renseigne pour que vous trouviez les produits que vous auriez consommés en règle générale si vous aviez été près de chez vous. Mon ambition ici, c'est d'offrir une véritable vitrine à ces producteurs pour qu'ils puissent montrer leur savoir-faire et leurs produits. Je propose donc un service d'accompagnement aux producteurs dans la publication de contenus numériques et d'actualités sur leur site et les réseaux sociaux. L'idée, c'est de partir à la rencontre de Ricardo, qui a une ferme en permaculture, ou de Clara, qui a un magasin de vrac et de zéro déchet, et de vous raconter leur histoire pour que vous appreniez à les connaître et à connaître d'où viennent les produits que vous consommez dans la vie de tous les jours. Une fois inscrit sur la plateforme, je vous propose également de recevoir une petite newsletter qui mettra en lumière ces producteurs et vous permettra de pouvoir les rencontrer. Geolia, c'est assez simple au final. L'objectif depuis sa création, c'est de promouvoir le local en Belgique. Vous offrir l'opportunité en poche de trouver rapidement et de soutenir qui vous voulez. Ce n'est pas juste une application et un site internet, c'est avant tout un idéal social à atteindre et vous pouvez participer à Geolia en prenant part aux événements, aux workshops qui seront organisés et aux petits marchés locaux que je vous proposerai à l'intérieur de cette newsletter. Et comme vous l'aurez compris, mon ambition ici, c'est de favoriser des échanges qui sont authentiques avec ces petits producteurs. Et si vous espérez un jour rejoindre l'aventure, voici Geolia, le QR code que vous pouvez juste ici scanner afin de retrouver toute l'information sur l'application. Un tout grand merci et je vais passer la parole à Constance. Ensemble, nous avons un meilleur impact. Je m'appelle Constance, je suis journaliste scientifique, journaliste d'impact et reporter d'images. Ma sœur jumelle, Leslie, elle est ingénieure en environnement et développement durable. Elle est photographe également et elle vit en Australie. L'an passé, nous nous sommes retrouvés ici, au Népal. On est parti pour faire un trek humanitaire. On est parti pour faire l'ascension d'un des sommets de l'Himalaya à plus de 5000 mètres d'altitude. Alors je vous parle de ça, mais en réalité, le sommet, ça n'a pas une grande importance. Ce qui compte, c'est le chemin. Et en chemin, ce qu'on a vu, les personnes qu'on a rencontrées nous ont particulièrement touchés. Ma sœur et moi, au même moment, mais vraiment au même moment, on s'est regardés, on n'a pas dit un mot, mais on s'est comprises. On venait d'avoir la même intuition, la même révélation. No mountains, no jobs. Girls are not allowed to do this, that, so that's the meaning that I like to change. That somehow seems to be the source to well-being. We believe 4 plus 4 is 8. So you are forever trapped. So that was a double impact for them. Voilà, donc c'était une évidence, il nous fallait documenter ce qu'on observait, les histoires, les récits de vie au gré des rencontres. Mais on ne savait pas encore que Double Impact allait naître quelques mois après. Alors Double Impact, en fait, c'est une agence de production de contenu audiovisuel qui permet d'augmenter la visibilité à la fois aux ONG, aux organisations à but non lucratif et aux entreprises à impact qui œuvrent pour les objectifs en matière de développement durable qu'a fixé l'ONU. Ils sont au nombre de 17. Des objectifs pour un avenir meilleur,
pour un monde plus durable. En fait, ces objectifs sont très peu connus par le grand public, pourtant ils font autorité aujourd'hui. Enfin, ils font autorité. Ces objectifs visent à répondre en fait aux défis mondiaux auxquels on est confrontés, tous. À la fois, donc, excusez-moi, à la fois, je disais, donc la faim, à la fois le climat, la santé, l'accès à l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, et j'en passe. Et comme on est tous concernés, je vais parler de défis mondiaux, ici en Belgique, on est également concernés. Et donc il y a quelques jours, à l'occasion de la grève mondiale pour le climat, eh bien, Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, s'est exprimé à notre micro pour faire un focus sur l'objectif 13, le climat. Alors ma sœur et moi, on est particulièrement sensibles à ces enjeux. Et en fait, c'est cette émotion, alors le mot est très bien choisi, cette énergie qui nous amène à nous mouvoir. Eh bien, c'est cette émotion qui nous a amené, ma sœur et moi, effectivement, à nous mettre en action, à agir, à nous mettre en place Double Impact. Et on est convaincus que finalement, au travers de nos capsules, de nos vidéos, de nos photos, eh bien, on peut également insuffler, on peut également générer cette émotion auprès de vous tous et vous donner envie d'agir également. Double Impact, je disais, une agence de production de contenu audiovisuel à l'international, avec pour particularité qu'on mutualise les coûts. Alors, je vais donner un exemple concret. À la fin de cette année, on ambitionne de nous rendre en Indonésie, 1 an après le séisme. Alors, on a bien conscience que pour certaines ONG, pour certaines organisations à but non lucratif, leur budget est plutôt restreint. Notre agence propose de ce fait, à travers nos jumelles, eh bien, de documenter l'impact positif de plusieurs ONG, de plusieurs organisations à but non lucratif, de plusieurs entreprises à impact, dont font partie également les entreprises RSE, les entreprises à stratégie éthique. Cela permet, vous l'aurez compris, à la fois de réduire les coûts économiques, mais également les coûts écologiques. Alors aujourd'hui, concrètement, avec Double Impact, on poursuit la prospection client. Nos clients, vous l'aurez compris, une fois de plus, les ONG, les organisations à but non lucratif, et également les entreprises qui, elles, cherchent à gagner en visibilité, à montrer l'impact qu'elles ont sur le terrain et qui souhaitent également mutualiser leurs coûts. On vise également à s'entourer de partenaires, de sponsors et de partenaires médias qui auront pris la mesure de l'enjeu, justement, et qui voudront diffuser ce contenu au grand public, à commencer éventuellement, effectivement, par ce contenu réalisé au Népal. Car c'est ensemble, en effet tous ensemble, qu'on aura un meilleur impact. On reste dans le domaine de l'international et je vous demande d'accueillir Pablo qui nous vient de Suisse. Merci, bonsoir. La Suisse, c'est montagnes, c'est lacs, c'est chalets. La Suisse, quoi. Comme l'a dit Constance, je viens de Suisse. J'ai grandi en Suisse, j'habite en Suisse, c'est chez moi. La Suisse, c'est ses montagnes, mais c'est aussi ses montres, ses banques, etc., etc. Il y a une autre spécialité suisse qui attire souvent la curiosité, c'est sa démocratie directe. En effet, les citoyennes et citoyens suisses sont appelés chaque année 4 fois à se prononcer et à passer aux urnes sur des sujets très variés. Ça peut aller, de la révision de la loi sur les jeux d'argent, en passant par la subvention des vaches à cornes, ou encore l'instauration d'un revenu universel de base. C'est donc dans ce contexte de participation citoyenne très forte que s'inscrit Brouillon, mon projet média. Alors Brouillon, c'est un média qui va à la rencontre des personnes et des associations de Suisse romande qui portent un projet citoyen. Ça peut être un projet sur des thématiques écologiques, sociales, économiques, technologiques. C'est large, du moment que ce projet a des valeurs humaines et de solidarité. Brouillon,
un média digital, local et artisanal. Digital parce qu'on le trouve uniquement sur les réseaux sociaux, en mode pure player, et ça sera sous format de capsules vidéo et également de stories que seront présentés les projets, puisque c'est ce qu'affectionnent particulièrement les algorithmes de ces réseaux sociaux. Le local, c'est la sauce secrète de Brouillon, parce que c'est localement qu'on pourra faire agir les gens. Les gens qui apprécieront nos vidéos pourront ensuite rencontrer les projets qu'on présente et aller plus loin et s'impliquer directement dans la vie sociale de Suisse romande. Il y a ensuite le côté artisanal, parce que Brouillon se veut un projet léger. Léger parce qu'on ne veut pas de contraintes techniques ou économiques trop lourdes, donc on utilisera un smartphone en mode Mojo pour filmer, une connexion mobile pour tout ce qui est de la diffusion et du live stream, ce qui nous permet de garder des coûts de production très bas. Dans un second temps, le but, c'est de faire des partenariats. Brouillon a des valeurs éthiques fortes, donc on va se tourner du côté des ONG, implantées localement, pour nous faire des partenariats. J'aimerais, après les formats courts, faire des formats plus longs qui seraient sponsorisés par ces ONG. En fait, si je vous dis tout ça, c'est que je connais bien le tissu associatif en Suisse romande et j'ai rencontré plein de gens géniaux qui portent des projets géniaux et j'ai juste envie de les mettre en valeur. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple Valentina qui a créé le SPP, un supermarché paysan participatif, pour mettre en valeur l'agriculture de proximité. Mathias qui crée des ordinateurs durables pour lutter contre l'obsolescence programmée. Alessandro qui lutte contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les restaurants. On a encore Kim de l'association 3 pour tous qui reloge les sans-abri. Kevin qui a créé une monnaie locale pour favoriser l'économie circulaire dans la région lémanique. Étienne qui, lui, souhaite changer la constitution suisse en interdisant les pesticides de synthèse. Donc voilà, plein de projets, vous aurez vu, il y a de la matière. À moi maintenant de faire que tous ces gens trouvent un public afin que ces gens puissent agir. Parce que pour moi, un média de nos jours ne peut plus simplement informer, mais doit vraiment devenir acteur et permettre aux citoyennes et aux citoyens de s'impliquer. Merci. Merci beaucoup, Pablo. Merci pour ce projet, cette présentation. Alors, on va entamer le dernier chapitre. On a d'abord vu les tendances de la voix. Ensuite, on est passé auprès des nouvelles technologies avec la réalité virtuelle et augmentée, avec l'assistant connecté. Et puis, vous voyez la grosse tendance également qui s'est dessinée devant nous autour du journalisme local et de la question de l'impact. Ici, pour cette dernière partie, on vous propose un petit florilège de nouvelles approches, nouveaux formats, mais aussi nouvelles façons de construire l'information. Pour le premier projet de ce dernier chapitre, je vous demande une ovation pour Julie. Bonjour, je m'appelle Julie. Ça c'est moi. Et je viens vous présenter La Moelle, une plateforme dédiée aux cultures du goût. Mais avant de vous parler de ce projet, je voudrais m'excuser pour les prochaines minutes qui risquent de ressembler à ça. Parler en public, c'est pas mon forté. Il y a un sujet sur lequel je me débrouille pas trop mal, enfin j'espère, c'est celui-ci. J'aime manger, j'aime en parler pendant que je mange, j'aime en parler pendant que je travaille, probablement pendant que je dors. Et j'aime aussi pas mal lire sur le sujet, ce qui fait que je peux avoir la fâcheuse manie de toujours vouloir tout expliquer. Ça s'appelle du foodsplaining. J'ai pas regardé si le mot existait, j'ai pas checké Wikipédia ou le dictionnaire, mais le concept, lui, il est bien là, vous en avez déjà probablement tous fait l'expérience. Pour exemple, c'est ce petit serveur d'un resto branché qui peut vous faire une dissertation sur ces carottes élevées en aquaponie au son de Qigong tibétain. Mais c'est aussi les marques, Carrefour, Nespresso, Yoplait, Danone, qui investissent énormément aujourd'hui en campagne RSE, en discours petits producteurs bien payés et petites abeilles bien sauvées. Ce qui fait émerger deux constats. Le premier, c'est que nous sommes dans un grand processus de conscientisation de nos assiettes.
Le deuxième, c'est qu'on n'a pas toujours en main toutes les clés pour comprendre les connexions profondes qui nous lient à ce qu'on mange. Ça, c'est moi, pilote média, en réalisant ces deux constats, et ce qui m'a amené du coup à La Moelle, une newsletter et des capsules sonores qui interrogent les différentes manières dont l'alimentation nous façonne, en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que société aussi. Pourquoi une newsletter et des capsules? Pourquoi deux formats? Parce que je pense que pour raconter des histoires de mets, il faut d'abord se nourrir de mots. Et ces mots, ce sont les miens, mais ce sont aussi ceux d'historiens, ceux de sociologues, ceux de poètes, ceux d'écrivains, que l'on retrouve dans la newsletter. Ce sont des savoirs froids pour nous aider à mieux comprendre nos modes de consommation. Mais ces mots, ce sont aussi et surtout ceux d'amis, ceux d'anonymes, ceux de followers. Ce sont des récits à chaud qui viennent confronter les discours scientifiques et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'une seule manière de manger. Et toutes ces voix, elles forment une communauté qui fait avancer les pratiques alimentaires. On pourra les retrouver sur une plateforme web, mais surtout sur WhatsApp, pour qu'elles aient leur propre temporalité, leur propre format, et surtout leur propre lieu de conversation. L'idée, c'est de recueillir des témoignages audio, de pouvoir continuer d'échanger autour des newsletters, que tout puisse continuer de vivre. Donc voilà, s'il faut parler du business model rapidement, La Moelle n'a pas pour ambition de générer des revenus. Elle est surtout là pour nourrir une pratique, un travail qui est le mien, celui de consultante éditoriale pour les métiers de bouche. Et elle vient les nourrir du coup de toutes ces voix, de tous ces récits vivants, de ces phrases qui ricochent, de ces petites histoires qui vont en fait faire la grande bouffe. Et si vous avez envie d'y participer, d'envoyer des petits mots doux ou des petits mots de bouffe, vous pouvez m'écrire ici ou me retrouver tout à l'heure, évidemment, à côté du buffet. Merci beaucoup. Et j'invite maintenant Charlène, qui va aussi vous parler de voix, mais d'une manière un peu plus sensuelle. Merci Julie. Bonsoir à tous. De mon côté, je vais vous proposer un petit voyage en pays musique ce soir. Et tout d'abord, je vais commencer par vous faire une confidence. Je suis mélomane. J'appartiens à la famille des mélomanes éclairés et exigeants qu'on appelle aussi les diggers, qui aiment creuser, qui aiment fouiller, toujours à la recherche de talents exceptionnels. J'ai connu le vinyle, la cassette, mais aussi le CD, le mini-disque, le téléchargement. Et il y a quelques semaines, j'ai entendu une petite phrase qui a vraiment attiré mon attention. Maman, je peux regarder de la musique. Alors la musique, on l'écoute, on la regarde, on la partage. Et dans ce nouveau laboratoire des usages, maintenant, c'est le streaming qui domine. Le streaming, c'est 47% du chiffre d'affaires mondial de la musique en 2018, soit près de la moitié. C'est dire à quel point nos modes de consommation ont changé. En tant que mélomane, mes artistes, je suis donc susceptible de les trouver sur les différentes plateformes de streaming. Et par exemple, autre fait qui m'a vraiment frappée, en les cherchant sur YouTube et en consommant leur musique sur YouTube, les artistes et aussi ceux que vous écoutez sont rémunérés à 0,00069 $ le stream. Il n'y a pas de zéro en trop. Ce qui signifie, pour un artiste qu'on aime, en tout cas pour moi, pour les artistes émergents et underground que j'écoute, pour qu'ils puissent gagner 1 400 $ par mois, ce qui est le salaire moyen, ils doivent être streamés plus de 2 millions de fois. Alors bien sûr, il existe des alternatives, par exemple Bandcamp, qui est une autre plateforme de streaming, à la différence que, en achetant sur cette plateforme, on rémunère l'artiste directement. Ces trucs-là, quand on est Beyoncé ou Rihanna, ça n'a pas une grande importance. En revanche, effectivement, quand on est un artiste
underground ou émergents et qu'on gagne à être connu, c'est vraiment problématique. En tant que journaliste, j'ai à cœur de... Je pense que c'est le rôle des médias d'éclairer sur ces choses-là, ces informations qui sont à la fois utiles pour les gens comme moi, les diggers, mais aussi pour les pros. Et quand je parle des pros, j'inclus évidemment les artistes. Et c'est le rôle de médias de faire la lumière là-dessus. Et c'est là qu'entre en scène WeCult. WeCult, c'est une newsletter musicale afro-urbaine pour les diggers et les pros, qui propose un décryptage business, l'idée étant de consommer la musique à sa plus juste valeur, de mieux comprendre comment fonctionne le marché et de mieux s'y insérer quand on est un professionnel. Les genres couverts par WeCult sont la new soul, le hip-hop, le jazz et aussi l'afrofusion. Petit éclairage, l'afrofusion puise ses origines dans l'afrobeat et a évolué sous les influences, entre autres, du hip-hop et du dancehall. En petit extrait, ce sera valent mieux que des longs discours. Okay, now answer, Rasta man, rapid fire. Dangote, see the fame on you. The way you went from me, the way you broke it down, the way you do it, what you do, the way you work it down. Alors bien évidemment, pas au détriment des autres, mais WeCult porte une attention particulière à ce courant qu'est l'afrofusion. Ça n'a absolument rien à voir avec l'effet Black Panther, c'est pas du tout un effet de mode. C'est un genre musical qui est radicalement en train d'exploser, et au Nigeria, qui est le berceau de l'afrofusion, ce genre musical a rapporté en 2017 35 millions de dollars, avec un prévisionnel à 65 millions pour 2022. C'est donc un potentiel énorme dont personne ne parle, ou quasiment personne, sur le marché francophone, sauf WeCult. Donc WeCult propose de la curation, comme on le disait. La synthèse de cette curation se retrouve au sein de playlists, entre autres, en complément de spotlight, enfin de coups de projecteur sur certains talents et de sorties d'albums. Mais WeCult, c'est aussi de la veille. Par exemple, les derniers chiffres de l'IFPI qui nous renseignent sur l'état de santé du secteur. Ça peut être des éclairages sur de la réglementation, des éclairages juridiques. Ça peut être également ce qui se passe au niveau des principaux opérateurs de streaming, puisque c'est eux aujourd'hui qui impactent énormément le marché. Et c'est aussi des focus sur des initiatives innovantes, puisque ce marché en pleine mutation est aussi fortement dynamisé par les startups. Quelques mots sur l'audience. Les abonnés WeCult à 38% sont des professionnels de l'industrie musicale qui ont besoin d'informations. À 49%, ce sont des diggers, donc des gens qui ne demandent qu'à découvrir des talents. Et à 77% qui s'intéressent fortement au genre urban et afrofusion. Ça me conforte en tant que média entrepreneur quant au cœur de cible que j'ai choisi pour ce média. L'origine peut-être de l'audience, important, principalement de l'Europe, France, Belgique, Suisse, Italie, je crois que j'en oublie un, mais aussi la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, l'Afrique, et on a aussi des abonnés qui viennent d'Israël. Magnifique. Concernant les objectifs à court terme de WeCult, on a envie d'évoluer vers des contenus plus dynamiques, et notamment le podcast et la vidéo. Je suis d'ailleurs en négociation avec Ludovic Pouilly de Deezer France pour proposer le premier épisode d'une série de 3 podcasts à visée prospective qui va aborder la consommation de la musique d'ici à 10 ans. Et WeCult a d'ores et déjà son accréditation pour le Montreux Jazz Festival qui aura lieu à la fin du mois, et le festival Afropunk à Paris
les 18 et 19 juillet prochains. Concernant l'évolution de ce média, qui est quand même assez innovant dans sa forme et dans son traitement journalistique, il est évident qu'il ne peut pas vivre sans ses abonnés, mais il ne peut pas non plus vivre sans ses partenaires potentiels, où il sera possible effectivement de communiquer en tant qu'annonceur, et puis les gens qui seraient intéressés par de la veille, une veille plus pointue, une veille sectorielle plus pointue, et de la prospective. Notamment, je pense aux artistes indépendants et aux producteurs indépendants qui n'ont généralement pas le temps d'investir dans de la veille. Les éditions Wickelt, il y en a 4 à ce jour. Elles sont disponibles sur www.wickelt.com. Et puis, je suis là pour vous pour discuter plus amplement de cette initiative au bar. Je cède le micro à Joanne Berger. Bonsoir. J'espère que vous vivez toujours malgré la chaleur. Courage. Je suis l'avant-dernière. Après, il y a Catherine. Et vous pourrez aller boire un verre. Mais oui, il fait un peu chaud. Il y a une petite odeur dans cette salle, je ne veux pas dire. Mais vous verrez quand vous reviendrez que... Alors moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je raconte des histoires du réel. Alors je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 14-15 ans, au cours de français, on nous a demandé d'écrire un récit de vie. Alors j'avais entendu dire que ma voisine, à l'époque, avait vécu au Congo. Du coup, j'ai choisi de faire son récit de vie. J'ai été chez elle, elle m'a ouvert la porte, ça sentait un peu le pot pourri. Il y avait son petit chien, à qui elle n'arrêtait pas de parler, des masques africains au mur. Elle m'a installée dans le salon. Elle m'a servi du jus d'orange un peu acide et des biscuits un peu trop mous. Vous voyez cette boîte qu'on garde pour les invités? Et puis quand on n'a pas d'invités, ils finissent à périmer. Par périmer, c'était ceux-là. Et donc elle a commencé à parler. Au début, franchement, c'était un peu naze. Elle me disait que des banalités. Et puis elle a commencé à me dire des trucs un peu plus lourds de sens. Et chaque phrase commençait à être ponctuée par un « mais ça, tu le diras pas. Hein. » Et moi, j'étais là, ado, avec mon enregistreur, on n'avait pas de smartphone, et mon petit carnet, et j'étais en train de recevoir ce récit de vie. À un moment, je suis rentrée chez moi. J'étais dormir, normal. Le lendemain matin, je me suis réveillée, normal. Jusqu'à ce que ma mère arrive et me dise « Joanne, il ne faut pas que tu sois choquée, mais Madame A, la voisine, est morte pendant la nuit. » Alors, je ne vais pas vous mentir, pendant un bon moment, j'ai cru que j'étais la grande faucheuse. Et puis, je me suis dit qu'en fait, non. J'avais une mission, celle d'écouter les gens à qui on ne donne pas la parole. Depuis, j'ai beaucoup grandi. J'ai étudié la communication. J'ai pas mal voyagé. J'ai co-créé un événement avec des personnes qui sont dans la scène qui s'appelle la God Save the 90s. Et puis, j'ai décidé qu'en fait, je voulais écrire et en faire mon métier. Aujourd'hui, je collabore avec des médias au Liban, au Québec, en France et en Belgique. Mais il y a quand même un truc qui me titillait, c'est que depuis des années, toutes les semaines, il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un me dise ah, « c'est marrant, tu es la première personne à qui j'en parle ». Alors, je suis arrivée à un double constat. Premièrement, je suis quand même assez chanceuse, finalement, que les gens se confient à moi. Et deuxièmement, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, je suis arrivée à Pilote Média avec une idée. Je suis un média. Et là, vous vous dites, what? La meuf est un média. Ouais. Le procédé de diffusion, c'est moi. Et je veux prendre ces petites histoires et vous les raconter pour raconter la grande histoire, celle qui nous touche tous. Et pour ça, je veux faire du journalisme vivant narratif. Et là, vous ne comprenez toujours pas parce que ça ne veut rien dire. Et j'ai essayé de mettre une définition pendant 3 mois, mais je n'y suis pas arrivée. Alors mettons, je vais vous donner un exemple.
je vous ai dit que j'aimais bien voyager. J'ai été au Liban et je devais rester 10 jours, mais je suis restée 2 ans. Alors, je vous passe les détails, mais il s'appelait Bassem. Et Bassem, il habite au sud du Liban, juste à côté de la frontière israélienne. Et là-bas, les jeunes, il y a les montagnes, les posters à l'effigie des martyrs du Hezbollah, et les jeunes, ils prennent leur bagnole, à travers la montagne, et puis au bout du chemin, ils s'arrêtent. Et là, il y a une frontière. Et cette frontière, depuis 1948, elle est source de guerre et de conflits. Et qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? Ils se mettent et ils essayent de voir ceux de l'autre côté, ceux dont on ne peut pas prononcer le nom, et ceux avec qui on ne peut pas rentrer en contact sous peine de sanctions. Et ce qu'ils font aujourd'hui, en 2019, depuis 2015, c'est qu'ils sortent leur smartphone, qu'ils ouvrent Tinder et qu'ils swipent. Parce qu'en fait, la géolocalisation a bien plus d'intérêt que ce que vous pouvez penser. Et puis en fait, j'ai 1 milliard de trucs à vous raconter sur le sud Liban. Mais je suis en train d'écrire ce spectacle. Et je suis en train d'explorer plein de trucs. Je lis, j'écoute, parce que si vous avez bien compris, c'est ma mission. Et tout ça, ça se retrouve sur mon site internet. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous aider à raconter du contenu sincère et authentique. Ensemble, on peut créer des images fortes et de l'émotion. Alors, voilà, que vous soyez un média ou une marque, si vous avez besoin de contacter quelqu'un... Ben... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ce que je veux vous dire, c'est qu'après Catherine, on va aller au bar. Et au bar, vous pouvez me raconter votre histoire. Mais je vous jure que depuis Madame A, il n'y a plus personne qui est mort après m'avoir parlé. Mais je ne vous promets pas que votre histoire ne se retrouvera pas dans un récit, un spectacle ou un livre. Merci. Et maintenant, sous un tonnerre d'applaudissements, Catherine pour le dernier pitch de la soirée. Pardon. Bonsoir. La musique, c'est de Charlène. C'est elle qui l'a choisie pour nous garder en forme jusqu'à la fin et puis moi me mettre dans de bonnes conditions pour vous raconter ce que j'ai à vous dire. Donc je m'appelle Catherine et depuis 6 ans, je suis journaliste. Et depuis 6 ans, quand je rencontre quelqu'un, j'ai systématiquement les mêmes questions sur mon métier. Et pendant 6 ans, j'ai systématiquement eu les mêmes réponses. Ça fait du bruit, ma boucle d'oreille. Pas grave. Alors la première, d'où viennent tes idées de reportage? Et je répondais de choses entendues à gauche, à droite, de mon fil Twitter, de mon monde en fait. Voilà. Est-ce que tu écris et puis tu vends un reportage, ou bien est-ce que tu le vends d'abord et puis tu l'écris? Ben non, je vends l'idée d'abord à une rédaction et puis après je passe à l'écriture parce que bon, c'est plus rentable de fonctionner comme ça. Et est-ce que tes sources peuvent relire en fait une production avant sa publication? Et là, ça c'est la question un peu délicate où je sentais que les gens en face, ils n'étaient pas toujours d'accord avec ma réponse qui était un non catégorique. Non, la surprise, c'est au moment où l'article devient public, quoi. Et cette troisième question, elle est particulièrement intéressante pour expliquer en fait le processus journalistique tel qu'il est réalisé, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et on peut l'illustrer comme ça, avec un point A d'un côté qui est l'idée, le journaliste, le média, la rédaction. Et puis il y a un point B, ça c'est le public et c'est la publication. Et entre les deux, on a un processus unidirectionnel qui est vraiment la collecte d'informations, le traitement de l'information, et tout ça se passe dans un espace qui est à l'abri des regards. Et donc il n'y a aucune communication sur les informations qui sont cherchées, les informations qui sont sélectionnées, et sur ce qui va composer vraiment un travail journalistique. Et le travail, en fait, une fois qu'il est publié, il est figé. Une fois qu'il est public, il est fini. Tout ça, ça repose sur la confiance du public envers les médias. Sauf qu'il y a un petit problème là, aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de ce constat-là pour imaginer une autre façon de faire du journalisme? Quelque chose qui ne serait pas linéaire, qui ne serait pas de la 2 dimensions, qui ne serait pas unidirectionnel. Quelque chose qui serait en fait de l'ordre de la 3D. Un truc
où on inviterait à l'intérieur de la bulle de production journalistique les sources et les interlocuteurs qui viendraient travailler avec le journaliste pour créer une production journalistique, qui viendraient annoter, qui viendraient modifier, qui viendraient complémenter, qui viendraient apporter des connaissances pour faire qu'un reportage soit meilleur, qui viendraient mettre le doigt sur les questions qui sont vraiment pertinentes sur un sujet, parce que c'est eux, en fait, les premiers experts sur une thématique. Cette bulle, elle est transparente, cet espace de travail est transparent. Tout le monde, à l'extérieur, le grand public, voit ce qui s'y passe, voit qui rentre, voit qui sort, voit qui modifie, qui dit quoi, qui finance ce type de journalisme. Ça, c'était les interactions à l'intérieur. C'est de la communication, c'est de la conversation entre sources, interlocuteurs et journalistes. Ça, c'est la communication vers l'extérieur. Parce que c'est un espace de travail qui est rempli de portes, en fait. Ce n'est quasi que ça. C'est du contenu qui sort, qui va vers le grand public, qui vit sa vie, qui re-rentre, qui est modifié, qui ressort. Donc on est face à un journalisme infini, un journalisme vivant, un journalisme organique, un truc qui bouge tout le temps parce qu'il est basé sur des conversations et tous des canaux de discussion entre les personnes qui sont concernées par la thématique et qui sont dans l'espace de travail. Mais ce n'est pas pour autant que l'information ne peut pas être figée sur un autre support à travers des médias plus traditionnels et moins numériques qu'un modèle comme ça, qui pourrait aller y puiser du contenu pour les publier sur leur support, avec leur code, avec leur périodicité. Pendant ce temps-là, là, ça bouge, ça continue, ça avance. On s'en détourne, on revient, c'est plus la même chose. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, les conversations sont tout autant importantes que le contenu. Il y a tous ces mots-là là-dedans. Il y a de la décentralisation, il y a de l'horizontalité, il y a de la collaboration, il y a tous des mots qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs de l'économie en fait aujourd'hui. Et je ne suis pas la seule à imaginer qu'en fait tout ça, ça a une place dans le journalisme aujourd'hui. Il y a le Centre européen du journalisme qui tient une super banque de données avec toutes les rédactions et les médias aux quatre coins de l'Europe qui fonctionnent comme ça et qui intègrent de la conversation, de l'échange et de la collaboration au sein de leur travail journalistique. Le plus marquant peut-être et le plus proche de la Belgique, c'est eux. The Correspondent, qui est un média néerlandais à la base, vont lancer en septembre une version anglophone qui regroupe déjà 50 000 adhérents, 130 pays, 230 pays différents, et ils ont rassemblé 1,7 million de dollars pour faire vivre ce média anglophone, avec tous ces ingrédients-là en fait, de l'échange et de l'ouverture, de la transparence. Pour moi, ça, c'est le journalisme de demain. Ça, mais pas juste eux, mais l'idée. Et c'est même plus que le journalisme de demain, c'est le journalisme d'aujourd'hui parce que j'ai commencé à travailler comme ça en Belgique et en français. La photo n'est pas de moi, elle est de Gaëlle, qui est ici présente, photographe, photojournaliste avec laquelle je travaille beaucoup. Et ensemble, on avait un intérêt, une envie de travailler sur le blanc-bleu belge, les vétérinaires, la viande et la Wallonie. Et on a rassemblé tout ça et on a décidé qu'on allait en faire notre premier reportage totalement collaboratif. Alors on veut aller d'une ouverture minimale, avec respect de la vie privée, avec protection des sources, vers une ouverture maximale, où on intègre dans notre espace de travail, à travers des outils conversationnels et des outils vraiment d'échange, de travail en commun, on intègre toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet, qui sont contre la viande, qui sont pour la viande, qui sont vétérinaires surtout, qui sont marchands de bovins, qui ont quelque chose à nous apporter sur le sujet. On travaille avec des documents ouverts, des agendas. Tout le monde connaît ce type d'outils, voilà, on rentre là-dedans. Des documents partagés. On a envie de tout tester, en fait. De prendre la base avec du Google Doc, d'aller rentrer avec des systèmes d'SMS, d'envoi massif pour discuter avec ces personnes-là. On va documenter tout ça, et on va documenter les vétérinaires, la viande et la Wallonie, et on va documenter le processus qu'on est en train d'essayer. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est imaginer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de nouveaux rapports avec les interlocuteurs, avec les sources. Et on a aussi envie que d'autres personnes échangent avec nous là-dessus. Du journalisme collaboratif n'a pas pour vocation à se faire seul ou en duo. Donc ici, c'est l'occasion d'inviter toute personne qui a envie
tout journaliste, toute journaliste, élargissons, qui a envie de travailler comme ça, de s'y mettre avec nous. Et à partir d'aujourd'hui, si je recroise quelqu'un qui me demande d'où me viennent mes idées de reportage, ben, j'aurai plus du tout les mêmes réponses, évidemment. Les idées, ben, elles viennent des personnes qui sont rentrées dans l'espace de travail. On travaille constamment. Et mon travail, moi, c'est peut-être maintenant de créer le meilleur espace possible de conversation pour que la meilleure information émerge. Et les sources peuvent évidemment relire un texte avant publication. Donc tout change, sauf une chose. Mais il y a un petit mais. C'est que la confiance est réciproque. Merci. Merci Catherine. Voilà. Merci Catherine, merci à tous, merci à tous les pilotes. Vous ne pouvez pas savoir comme on est fiers de vous, vraiment. Ces 3 mois qu'on a passés en votre compagnie ont été, d'un point de vue humain, une expérience juste incroyable. Même si c'était pas les premiers, c'était évidemment pas les premiers programmes qu'on faisait, les premiers programmes d'entrepreneuriat, mais ce programme-là, c'était le tout premier. Donc il est complètement perfectible, évidemment, mais évidemment, on ne peut pas terminer cette soirée-ci sans remercier tous ceux grâce à qui ça a été possible. Tous nos avitailleurs, les avitailleurs, donc c'est le personnel au sol, sans qui on ne sait pas s'envoler quand on est dans l'aviation. Les gens évidemment qui nous ont aidés à nous financer cette première partie et ce premier programme. Et évidemment, on va inviter tout le monde sur scène, mais notamment les coachs, Coralie, Denjin qui va nous rejoindre tout de suite. Laurent Miko, viens Laurent. Joris aussi, Joris Van Den Horn, viens Joris. Il est où Laurent? Georges Ada qui nous a aidés aussi à construire le programme. Lionel Drico. Alors Lionel, il n'est pas là pour l'instant, il est avec ses enfants et Georges, il est au Danemark. Je vous laisse prendre connaissance de tous les noms qui sont là. Ce sont tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont challengés, qui ont aidé les pilotes à avancer, qui nous ont aidés, nous aussi, à construire ce programme, à le faire évoluer, comme David l'a expliqué tout à l'heure. C'est un programme au long cours. C'est un programme sur lequel, évidemment, nous aussi, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, sur notre façon de pouvoir accompagner, de leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, de mettre nos compétences et nos services justement au service de leur vision. Et leur vision, pas que du journalisme d'ailleurs, comment devenir média. David, David va arriver. Joris, tu as les diplômes. Est-ce que Cora est toujours là ou pas? Cora, elle va prendre son micro, sinon je vais lui donner le mien. On va inviter évidemment chacun des pilotes à venir nous retrouver. Pour récupérer leur petit diplôme. Alors c'est pas l'école, hein, on fait très bien, même si c'est la fin de l'année scolaire, on n'est pas encore le 30 juin. Moi c'est garder une trace, des traces on en a plein, des traces vous allez pouvoir les retrouver aussi en ligne évidemment sur pilote.media. L'application elle existe, elle est là, c'est une application qu'on a voulu ouverte aussi, si vous allez faire un tour dessus, vous verrez qu'on s'applique nos propres méthodes et notamment celle que Catherine nous a proposé d'essayer de suivre. Voilà. Je te laisse la parole Cora pour rappeler. Nickel, alors on va rappeler les pilotes dans l'ordre. Merci. En premier, on a accueilli Elisabeth Essen. Ensuite, il y avait Yasmine et Stéphanie. On a écouté Jérôme, Charlotte, Safia, Isabelle, Floriane, Constance, Pablo, il y avait Julie, Charlène et Joanne. Et on a terminé avec Catherine. Voilà, je vous propose de les applaudir encore une fois. Merci à vous, du fond du cœur, d'avoir été là pour cette première de Pilote Média. Bravo à vous. Merci à vous. On se retrouve au bar pour aller boire un coup. Je pense que vous l'avez bien mérité. Eux aussi l'ont bien mérité. L'aventure, elle continue. Nos outils nous permettent de continuer à être en contact les uns avec les autres. On va continuer à échanger. Et je vais laisser le soin à David de dire un petit mot de clôture pour vous dire notamment que l'aventure, elle continue. Merci à vous en tout cas.
Non. Voilà, alors forcément, hein, et c'est pas un secret. Il l'a déjà dit ou pas? Il l'a déjà dit? Il a déjà dit qu'il y avait une deuxième édition en 2020? Bien voilà, donc on est relancé pour une deuxième édition. On attend vos candidatures à partir du mois d'octobre. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, rendez-vous aux cuvettes pour ceux qui en ont besoin. Bonne soirée. Comment je pète? Oh merde, c'est magnifique.